Nous sommes au milieu de la nuit, quelque part dans les profondeurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, en Californie. Un scientifique est assis seul devant un écran d'ordinateur. Les lumières du couloir sont éteintes depuis des heures. Le bâtiment est silencieux, presque fantomatique. Mais cet homme ne dort pas. Ses yeux sont rivés sur une série de données qui viennent d'arriver de Mars, transmises par un rover qui se trouve à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre. Et là, dans le silence de cette nuit, quelque chose ne colle pas. Les chiffres sur son écran ne correspondent à aucun modèle connu. Il vérifie une fois, 2 fois, 3 fois. Il appelle un collègue, puis un autre. Et bientôt, dans cette salle silencieuse, où ils sont 5 penchés sur le même écran et personne ne dit un mot, parce que ce qu'ils voient devant eux pourrait changer absolument tout ce que nous croyons savoir sur l'univers, sur la vie et sur notre place dans le cosmos. Et si je vous disais que cette scène n'est pas de la science-fiction? Et si je vous disais que des moments exactement comme celui-ci se sont produits à plusieurs reprises au cours des dernières années? Et si je vous disais que ce que les scientifiques ont trouvé sur Mars est si étrange, si inattendu, si profondément déstabilisant que beaucoup d'entre eux ne savent tout simplement pas comment en parler publiquement? Pas parce qu'il n'y a rien à dire, mais parce que ce qu'ils découvrent pourrait être trop énorme pour être annoncé sans une certitude absolue. Pensez-y un instant. Mars. Il n'y a que cette petite tache rougeâtre que vous pouvez voir à l'œil nu dans le ciel nocturne. Cette planète que nous avons toujours considérée comme un désert mort, gelé, stérile. Un monde sans vie, sans espoir, sans mystère. Eh bien, tout cela est en train de voler en éclats, parce que les données qui reviennent de Mars racontent une histoire complètement différente. Une histoire d'eau qui a coulé pendant des millions d'années. Une histoire de molécules organiques complexes enfouies dans des roches anciennes. Une histoire de méthane qui apparaît et disparaît mystérieusement dans l'atmosphère. Un gaz qui, sur Terre, est produit à 95% par des organismes vivants. Une histoire de signaux chimiques que la science ne peut tout simplement pas expliquer par des processus purement géologiques. Ah, et voici un fait qui devrait vous donner des frissons. Mars a des tremblements de terre. On les appelle des Marsquakes. La sonde InSight en a détecté plus de 1300 pendant sa mission. Et certains de ces séismes n'ont aucune explication géologique connue. Ils viennent de régions où il ne devrait y avoir aucune activité, comme si quelque chose bougeait sous la surface, quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Et voici un autre fait. En 2019, le rover Curiosity a détecté le plus grand pic de méthane jamais enregistré sur Mars. 21 parties par milliard. Ce chiffre a fait trembler la communauté scientifique. Parce que le méthane ne devrait pas exister sur Mars. La radiation ultraviolette et les réactions chimiques atmosphériques devraient le détruire en moins de 300 ans. Pourtant, il est là, et il revient, encore et encore, suivant un schéma saisonnier que personne ne peut pleinement expliquer. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans tout cela, du début à la fin, chaque découverte, chaque mystère, chaque indice. Nous allons remonter le fil de l'histoire, depuis les premières observations de Mars par les civilisations anciennes, jusqu'aux données les plus récentes transmises par nos rovers. Nous allons examiner chaque angle, chaque hypothèse, chaque théorie,
Et à la fin de ce voyage, vous comprendrez pourquoi des scientifiques, derrière des portes fermées, dans des laboratoires du monde entier, sont en train de vivre ce qui pourrait être le moment le plus extraordinaire de l'histoire de la science. Mais avant de plonger dans ce qui pourrait être la découverte la plus importante de l'histoire humaine, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Si vous êtes curieux, si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment sur Mars, si vous voulez faire partie de cette aventure, alors appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Parce que ce que nous allons discuter aujourd'hui n'est pas du sensationnalisme, c'est de la vraie science. Et si cette vidéo reçoit suffisamment d'engagement, je ferai une deuxième partie encore plus approfondie. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez. Y a-t-il de la vie sur Mars, oui ou non? Voyons où se situe l'audience avant même que nous commencions. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce qui se passe sur Mars aujourd'hui est si révolutionnaire, nous devons d'abord comprendre quelque chose de fondamental. Là où nous devons comprendre pourquoi l'humanité est obsédée par Mars, pas depuis quelques décennies, pas depuis le début de l'ère spatiale, mais depuis des millénaires. Depuis que le premier être humain a levé les yeux vers le ciel et a remarqué cette étrange lumière rougeâtre qui se déplaçait différemment de toutes les autres étoiles, les anciens Égyptiens l'avaient remarqué. Ils l'appelaient Her Desher, ce qui signifie tout simplement la rouge. Pour eux, cette lueur rouge dans le ciel nocturne était associée au sang, à la guerre, au danger. Les Babyloniens l'appelaient Nergal, du nom de leur dieu de la mort et de la peste. Les Grecs l'ont nommé Arès, leur dieu de la guerre. Et les Romains ont suivi en l'appelant Mars, leur propre dieu de la guerre. Et il y a une raison pour laquelle tant de civilisations anciennes, et indépendamment les unes des autres, ont associé cette planète à la guerre et au sang. C'est sa couleur, ce rouge profond, presque organique, qui la distingue de tout autre objet dans le ciel. Aujourd'hui, nous savons que cette couleur vient de l'oxyde de fer, de la rouille qui recouvre la surface de Mars. Mais pour les anciens, c'était le sang des dieux. Mais ce n'est pas seulement la couleur de Mars qui fascinait les anciens astronomes. C'était aussi son mouvement. Si vous observez Mars pendant plusieurs mois, vous remarquerez quelque chose d'étrange. Contrairement aux autres étoiles qui se déplacent de manière prévisible d'est en ouest, Mars semble parfois s'arrêter, faire demi-tour, se déplacer dans la direction opposée pendant quelques semaines, puis reprendre son cours normal. C'est ce qu'on appelle le mouvement rétrograde. Pour les astronomes anciens, c'était inexplicable et profondément troublant. Comment une lumière céleste pouvait-elle changer de direction? Cela semblait défier les lois divines de l'ordre cosmique. Aujourd'hui, nous savons que c'est simplement un effet de perspective causé par la Terre, qui dépasse Mars sur son orbite, un peu comme quand vous dépassez une voiture sur l'autoroute et qu'elle semble reculer par rapport à l'arrière-plan. Mais pendant des millénaires, ce comportement erratique a alimenté la fascination et la crainte envers Mars. L'invention du télescope a tout changé. En 1610, Galilée a pointé son télescope vers Mars, mais son instrument était trop rudimentaire pour révéler des détails de surface. Il a fallu attendre des instruments plus puissants pour que Mars commence vraiment à livrer ses secrets. Et c'est en 1877 que l'histoire de Mars a pris un tournant absolument dramatique. Cette année-là,
un astronome italien du nom de Giovanni Schiaparelli a pointé son télescope vers Mars lors d'une opposition particulièrement favorable quand Mars était proche de la Terre. Et il a vu quelque chose qui allait enflammer l'imagination du monde entier. Il a vu des lignes droites, régulières, qui semblaient traverser la surface de Mars comme un réseau. Il les a appelées canali, un mot italien qui signifie simplement canaux ou chenaux, dans le sens de formation naturelle. Mais voici où l'histoire devient folle. Quand les travaux de Schiaparelli ont été traduits en anglais, le mot canali a été traduit par canals, pas channels. Et en anglais, canals implique une construction artificielle, des canaux construits par quelqu'un. Par des êtres intelligents. Cette simple erreur de traduction a déclenché l'une des plus grandes vagues de spéculation scientifique de l'histoire. Soudainement, le monde entier était convaincu que Mars abritait une civilisation intelligente qui avait construit un vaste système d'irrigation pour transporter l'eau des pôles vers les régions équatoriales. Et personne n'a poussé cette idée plus loin qu'un homme du nom de Percival Lowell. Lowell était un riche homme d'affaires et astronome amateur américain qui est devenu tellement obsédé par les canaux de Mars qu'il a construit un observatoire entier à Flagstaff, en Arizona, spécifiquement pour étudier Mars. Il a passé des années à cartographier ce qu'il croyait être un réseau complexe de canaux artificiels. Et il a écrit des livres entiers décrivant la civilisation martienne qu'il imaginait, une race ancienne et sage, luttant contre la dessiccation progressive de leur monde en construisant des ouvrages d'ingénierie monumentaux. Ces idées ont captivé le public. Elles ont inspiré H.G. Wells à écrire La guerre des mondes en 1898, un roman qui décrit l'invasion de la Terre par des Martiens technologiquement avancés. Et quand Orson Welles a adapté ce roman en émission de radio en 1938, présenté comme un faux bulletin d'information, des milliers de personnes aux États-Unis ont cru à une véritable invasion martienne, provoquant une panique massive. Tout cela pour dire que Mars a toujours occupé une place unique dans l'imaginaire humain. Ce n'est pas juste une planète, c'est un miroir de nos espoirs, de nos peurs et de notre solitude cosmique. Nous avons projeté sur Mars nos rêves les plus profonds de ne pas être seuls dans l'univers. Et pendant longtemps, ces rêves ont semblé n'être que cela, des rêves. Parce que quand l'ère spatiale a commencé, Mars nous a infligé une cruelle déception. Les premières sondes envoyées vers Mars étaient soviétiques et la plupart ont échoué. Mars 1, lancé en 1962, a perdu le contact avant d'arriver. Plusieurs autres missions soviétiques se sont soldées par des crashs ou des défaillances techniques. Mars semblait se défendre contre nos tentatives de percer ses secrets. Mais en 1965, la sonde américaine Mariner 4 est devenue le premier engin spatial à survoler Mars avec succès et à renvoyer des photographies. Et ce que ces photos ont montré a brisé le cœur de millions de personnes. Pas de canaux, pas de villes, pas de végétation. Rien qu'un paysage désolé, criblé de cratères, ressemblant davantage à la Lune qu'à la Terre. Mars semblait être exactement ce que les pessimistes avaient toujours dit, un monde mort, stérile, sans le moindre espoir de vie. Les missions suivantes, Mariner 6, 7 et 9, ont légèrement nuancé cette image en révélant des volcans gigantesques et des canyons immenses, mais le verdict semblait clair. Mars était un monde géologiquement intéressant, mais biologiquement mort. Les missions Viking de 1976
qui ont posé pour la première fois des engins sur la surface de Mars et effectué des expériences biologiques, ont donné des résultats ambigus qui ont été largement interprétés comme négatifs. Pas de vie sur Mars, a conclu la communauté scientifique. Affaire classée. Passons à autre chose. Sauf que l'affaire n'était pas classée. Loin de là. Et pour comprendre pourquoi les découvertes récentes sont si extraordinaires, nous devons d'abord comprendre Mars elle-même. Pas la Mars de nos fantasmes ou de nos déceptions, mais la Mars réelle, avec toute sa complexité géologique, atmosphérique et chimique. Mars est la 4e planète du système solaire, située entre la Terre et la ceinture d'astéroïdes. C'est une planète relativement petite. Son diamètre est environ la moitié de celui de la Terre, soit environ 6700 km contre 12 700 pour notre planète. Sa masse est à peine un dixième de celle de la Terre, ce qui signifie que la gravité à sa surface n'est que 38% de la gravité terrestre. Si vous pesez 80 kg sur Terre, vous en pèseriez environ 30 sur Mars. Vous pourriez sauter 3 fois plus haut et soulever des objets qui semblent impossiblement lourds sur Terre. C'est un monde où la légèreté règne. L'atmosphère de Mars est extrêmement mince, moins d'1% de la pression atmosphérique terrestre. C'est si ténu que si vous vous teniez sur la surface de Mars sans combinaison spatiale, votre sang commencerait à bouillir à cause de la basse pression bien avant que vous ne mouriez de froid ou d'asphyxie. Cette atmosphère est composée à environ 95% de dioxyde de carbone avec des traces d'azote, d'argon et d'infimes quantités d'oxygène et de vapeur d'eau. C'est une atmosphère hostile, toxique pour nous, mais pas nécessairement hostile pour toutes les formes de vie imaginables. Les températures sur Mars sont extrêmes. La moyenne est d'environ moins 63 degrés Celsius. Mais les variations sont spectaculaires. À l'équateur, en plein été, la température peut monter jusqu'à 20 degrés Celsius en milieu de journée, presque tiède. Mais la nuit, elle plonge à moins 80 ou même moins 100 degrés. Et au pôle, en hiver, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 140 degrés Celsius, si froid que le dioxyde de carbone de l'atmosphère gèle et se dépose sous forme de givre et de glace sur la surface. Mais voici quelque chose de remarquable. La durée d'un jour sur Mars est presque identique à celle d'un jour sur Terre. Un sol, comme on appelle un jour martien, dure 24 heures et 37 minutes. C'est une coïncidence étrange, presque troublante. De toutes les planètes du système solaire, Mars est celle dont la journée ressemble le plus à la nôtre. Et ce n'est pas tout. L'inclinaison axiale de Mars est de 25,2 degrés, très proche des 23,5 degrés de la Terre. Cela signifie que Mars a des saisons, tout comme la Terre. Un printemps, un été, un automne, un hiver. Bien sûr, comme l'orbite de Mars autour du Soleil dure environ 687 jours terrestres, chaque saison martienne dure presque le double d'une saison terrestre. Mais le principe est le même. Mars connaît des cycles saisonniers. Et comme nous le verrons, ces cycles saisonniers jouent un rôle central dans certains des mystères les plus profonds de la planète. La géographie de Mars est tout simplement stupéfiante. Olympus Mons est le plus grand volcan du système solaire. Il s'élève à environ 22 km au-dessus des plaines environnantes, soit presque 3 fois la hauteur du mont Everest. Sa base est si large, environ 600 km de diamètre, que si vous vous teniez sur ses pentes, vous ne pourriez pas voir le sommet ni la base.
parce que la courbure de la planète les cacherait. C'est un volcan si immense qu'il défie l'imagination terrestre. Puis il y a Valles Marineris, un système de canyons qui ferait passer le Grand Canyon pour une simple égratignure. Valles Marineris s'étend sur plus de 4000 km de long, fait jusqu'à 200 km de large et 7 km de profondeur. Si vous posiez ce canyon sur les États-Unis, il s'étendrait de New York à Los Angeles. C'est une cicatrice géante sur la face de Mars, probablement formée par l'activité tectonique et l'érosion. Et elle recèle des milliards d'années d'histoire géologique dans ses parois stratifiées. Il y a aussi la grande dichotomie, l'un des plus grands mystères de Mars. Si vous regardez Mars depuis l'orbite, vous remarquerez quelque chose d'étrange. L'hémisphère nord est relativement plat et lisse, situé à basse altitude, tandis que l'hémisphère sud est accidenté, couvert de cratères, et situé à haute altitude. La différence d'altitude entre les deux hémisphères peut atteindre plusieurs kilomètres. Pourquoi? Personne ne le sait avec certitude. L'hypothèse la plus spectaculaire est qu'un impact cosmique gargantuesque, peut-être le plus grand impact de l'histoire du système solaire, a frappé l'hémisphère nord de Mars il y a environ 4 milliards d'années, aplatissant toute la région et créant ce que nous voyons aujourd'hui. Et si cette hypothèse est correcte, le bassin d'impact qui en résulterait serait le plus grand du système solaire, couvrant 40% de la surface de la planète. Et puis, il y a les calottes polaires. Mars possède 2 calottes polaires composées de glace d'eau et de glace de dioxyde de carbone. La calotte polaire nord est principalement constituée de glace d'eau recouverte d'une fine couche de givre de CO2 en hiver. La calotte polaire sud est plus complexe, avec une couche permanente de glace de CO2 recouvrant de la glace d'eau. Ces calottes grandissent et rétrécissent avec les saisons, exactement comme les calottes polaires terrestres. Et sous ces calottes, comme nous le verrons, se cachent peut-être les secrets les plus extraordinaires de Mars. Mais le fait le plus crucial pour comprendre Mars, celui sans lequel rien d'autre n'a de sens, c'est l'histoire de son champ magnétique. Aujourd'hui, Mars n'a pas de champ magnétique global. La Terre en a un, généré par les mouvements de convection du fer liquide dans son noyau externe. Et ce champ magnétique forme une bulle protectrice autour de notre planète, déviant le vent solaire et les particules chargées qui bombardent constamment le système solaire. Sans ce bouclier magnétique, l'atmosphère terrestre serait lentement arrachée par le vent solaire et la surface serait exposée à des niveaux de radiation mortels. Mars avait autrefois un tel champ magnétique. Nous le savons parce que les roches anciennes de Mars conservent des traces de magnétisation, des empreintes fossiles d'un champ magnétique qui existait il y a environ 4 milliards d'années. Mais quelque chose s'est passé. Le noyau de Mars s'est refroidi, ou sa dynamique interne a changé, et le champ magnétique s'est éteint. Et quand cela s'est produit, Mars a perdu sa protection. Le vent solaire a commencé à arracher son atmosphère, molécule par molécule, particule par particule. Lentement, inexorablement, sur des centaines de millions d'années, Mars a perdu la plus grande partie de son atmosphère. Et avec elle, sa capacité à maintenir de l'eau liquide en surface, sa chaleur et potentiellement sa vie. C'est l'histoire conventionnelle. Mars était autrefois un monde chaud, humide, protégé, peut-être habitable. Puis elle a perdu son champ magnétique, puis son atmosphère, puis son eau, et elle est devenue le désert gelé
que nous voyons aujourd'hui. Fin de l'histoire. Sauf que cette histoire est en train d'être réécrite. Et c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. Parce que la question la plus brûlante de la science planétaire n'est plus de savoir si Mars a eu de l'eau. Cette question est résolue. Mars a eu de l'eau. Beaucoup d'eau. Tellement d'eau que cela défie ce que nous imaginions il y a encore quelques décennies. La véritable question, celle qui empêche les scientifiques de dormir, c'est où est passée toute cette eau? Et surtout, est-ce qu'une partie de cette eau existe encore, quelque part, sous la surface? Reprenons depuis le début. Les premières preuves de la présence passée d'eau sur Mars sont venues des images orbitales. Les sondes en orbite autour de Mars ont photographié des formations qui ressemblent de manière frappante à des systèmes fluviaux terrestres, des réseaux de vallées ramifiées. Exactement comme les réseaux de rivières et d'affluents que l'on voit sur Terre, des canaux d'écoulement gigantesques, témoins d'inondations cataclysmiques d'une ampleur inimaginable, des milliers de fois plus puissantes que les plus grandes inondations jamais survenues sur Terre. Des deltas et des cônes alluviaux, ces formations en éventail de sédiments qui ne se créent que là où un cours d'eau se jette dans un plan d'eau calme, comme un lac ou un océan. Ces formations étaient visibles depuis l'orbite et elles racontaient une histoire impossible à ignorer. Mars avait eu de l'eau qui coulait à sa surface. Pas des gouttes, pas des flaques, des rivières, des lacs, peut-être même des océans. Puis les rovers sont arrivés et ont confirmé cette histoire sur le terrain. En 2004, les rovers jumeaux Spirit et Opportunity se sont posés sur Mars. À Opportunity, qui devait fonctionner pendant 90 jours et a finalement duré presque 15 ans, a fait une découverte extraordinaire sur la plaine de Meridiani. Il a trouvé de minuscules sphères d'hématite, un minéral de fer, dispersées partout sur le sol. Les scientifiques les ont surnommées les myrtilles de Mars. Sur Terre, des concrétions d'hématite similaires se forment dans des environnements aqueux, quand de l'eau riche en fer percole à travers des couches de roches sédimentaires. Leur présence sur Mars était une preuve directe et tangible que de l'eau liquide avait existé à cet endroit. Mais Opportunity a fait bien plus. En analysant les roches de Meridiani Planum, il a trouvé du grès à stratification entrecroisée. C'est un type de formation rocheuse qui se crée uniquement lorsque des courants d'eau ou de vent déposent des sédiments en couches alternées. Les caractéristiques spécifiques de ces stratifications indiquaient de l'eau, pas du vent. Mars avait eu des courants d'eau à cet endroit. C'était désormais un fait, pas une hypothèse. Puis est arrivé Curiosity, le rover de la taille d'une voiture qui s'est posée dans le cratère Gale en août 2012. Et ce que Curiosity a trouvé a propulsé l'histoire de l'eau sur Mars à un tout autre niveau. Dès ses premiers mois, Curiosity a photographié des galets arrondis et lisses, exactement comme ceux que l'on trouve dans le lit des rivières sur Terre. Ces galets avaient été roulés et polis par de l'eau courante. Et la taille et la forme des galets ont permis aux scientifiques de calculer que l'eau qui les avait transportés coulait à une profondeur d'environ 1 mètre, à une vitesse d'environ 1 mètre par seconde. Ce n'était pas un suintement, c'était un véritable ruisseau. Mais la découverte la plus spectaculaire de Curiosity concernant l'eau est venue de son exploration du mont Sharp, la montagne de 5500 mètres de haut qui se dresse au centre du cratère Gale. En analysant les couches sédimentaires à la base de cette montagne,
Curiosity a trouvé des preuves que le cratère Gale avait abrité un lac. Pas un lac éphémère. Un lac persistant. Un lac qui a existé pendant des millions d'années. Un lac d'eau douce, ou au moins d'eau à pH neutre, avec des conditions chimiques favorables à la vie telle que nous la connaissons. Imaginez cela. Et il y a 3,5 milliards d'années, à l'endroit où se dresse aujourd'hui un désert gelé et irradié, il y avait un lac paisible, peut-être bordé de dépôts minéraux, alimenté par des rivières, baigné par une atmosphère plus épaisse, sous un ciel qui n'était peut-être pas si différent d'une autre. Et depuis l'orbite, les découvertes n'ont cessé de s'accumuler. En 2018, la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne a largué une véritable bombe scientifique. Son radar Mars-6, capable de sonder le sous-sol martien, a détecté une zone de forte réflexion radar sous la calotte polaire sud de Mars, à environ 1,5 km de profondeur. Les caractéristiques de ce signal étaient compatibles avec la présence d'eau liquide. Pas de la glace, de l'eau liquide. Un lac souterrain, piégé sous la glace, ou potentiellement maintenu à l'état liquide par la pression de la glace au-dessus et par des concentrations élevées de sel dissous, principalement des perchlorates, qui abaissent considérablement le point de congélation de l'eau. Les études de suivi ont été encore plus spectaculaires. Des analyses supplémentaires des données MARSI ont suggéré l'existence non pas d'un, mais de plusieurs corps d'eau souterrains dans la même région. Un réseau de lacs souterrains sous la calotte polaire sud de Mars. La communauté scientifique a réagi avec un mélange d'excitation et de prudence. Certains chercheurs ont contesté l'interprétation, suggérant que les réflexions radar pourraient être causées par certains types d'argile ou de dépôts de sel plutôt que par de l'eau liquide. Le débat continue. Mais les données restent obstinément compatibles avec la présence d'eau liquide souterraine. Et puis, il y a les lignes de pente récurrentes, ces stries sombres qui apparaissent sur les pentes martiennes pendant les saisons chaudes et s'estompent pendant les saisons froides. Observées pour la première fois en 2011, elles se comportent exactement comme le feraient des écoulements d'eau saumâtre. L'eau salée suinterait des parois, coulerait le long des pentes, puis s'évaporerait ou gèlerait quand les températures baissent. En 2015, la NASA a même organisé une conférence de presse spéciale pour annoncer que des sels hydratés avaient été détectés dans ces stries, renforçant l'hypothèse de l'eau liquide. Depuis, d'autres hypothèses ont été proposées, notamment des avalanches de sable sec. Mais la question reste ouverte et passionnément débattue. Enfin, il y a l'hypothèse de l'Oceanus Borealis, l'idée que Mars a autrefois possédé un vaste océan couvrant la majeure partie de son hémisphère nord. Cette hypothèse s'appuie sur la topographie de Mars. Les plaines basses du nord auraient formé un bassin naturel pour l'eau, et certaines formations géologiques le long de la frontière entre les basses terres du nord et les hautes terres du sud ressemblent à d'anciennes lignes de rivage. Si cette hypothèse est correcte, Mars a eu un océan qui couvrait environ 1/3 de sa surface, un océan profond, durable, comparable aux océans terrestres. Un monde océanique. Un monde qui avait tous les ingrédients nécessaires à l'émergence de la vie. Et c'est là que la logique scientifique devient vertigineuse. Et parce que la question que se posent les astrobiologistes n'est plus « est-ce que la vie aurait pu apparaître sur Mars ?» La question est devenue « comment la vie aurait-elle pu ne pas apparaître sur Mars ?»
Si vous avez de l'eau liquide pendant des millions d'années, des températures modérées, une chimie favorable, des sources d'énergie et des conditions similaires à celles qui existaient sur la Terre primitive quand la vie est apparue ici, alors l'absence de vie sur Mars serait presque aussi extraordinaire que sa présence. Et c'est exactement pour cela que le mystère du méthane martien est si important. Parce que le méthane pourrait être la preuve que la vie sur Mars n'est pas seulement un souvenir du passé. Le méthane pourrait être la preuve que quelque chose est vivant sur Mars en ce moment même. Le méthane est une molécule simple, avec un atome de carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. C'est le principal composant du gaz naturel que nous brûlons pour chauffer nos maisons. Mais en astrobiologie, le méthane est bien plus qu'un simple gaz combustible. C'est un biosignature, un indicateur potentiel de vie. Sur Terre, environ 95% du méthane atmosphérique est produit par des processus biologiques, des bactéries méthanogènes, dans les marais, les intestins des ruminants, les rizières, les décharges. Partout où il y a de la matière organique et des microbes, il y a du méthane. Et sur Mars, le méthane pose un problème fascinant. Il ne devrait tout simplement pas être là. Voici pourquoi. L'atmosphère de Mars est bombardée par le rayonnement ultraviolet du Soleil, puisqu'il n'y a pratiquement pas de couche d'ozone pour le filtrer. Si ce rayonnement décompose les molécules de méthane par un processus appelé photolyse. De plus, des réactions chimiques avec d'autres espèces présentes dans l'atmosphère, comme les radicaux hydroxyles et l'ozone, contribuent également à la destruction du méthane. En combinant tous ces processus de destruction, les scientifiques ont calculé que n'importe quelle molécule de méthane libérée dans l'atmosphère martienne serait détruite en moins de 300 ans. 300 ans. En termes géologiques, c'est un battement de cils. Cela signifie que si du méthane est détecté dans l'atmosphère de Mars aujourd'hui, il doit avoir été libéré récemment. Il doit y avoir une source active. Quelque chose, quelque part sur Mars ou sous la surface de Mars, est en train de produire du méthane en ce moment même. Donc la première détection de méthane martien remonte à 2003, lorsque des télescopes terrestres ont observé des panaches de méthane au-dessus de certaines régions de Mars. Puis, en 2004, la sonde Mars Express a confirmé la présence de méthane dans l'atmosphère de Mars depuis l'orbite. Ces premières détections étaient controversées, car les quantités étaient extrêmement faibles, à la limite de la sensibilité des instruments. Mais elles étaient cohérentes entre elles, et elles provenaient de sources indépendantes. Puis Curiosity est entré en scène. Le rover est équipé d'un instrument appelé SAM, pour Sample Analysis at Mars, qui comprend un spectromètre laser accordable capable de mesurer des quantités infimes de gaz dans l'atmosphère. Et entre 2013 et 2014, SAM a détecté des pics de méthane dans le cratère Gale. À des niveaux de fond d'environ 0,5 parties par milliard ont soudainement bondi à environ 7 parties par milliard, une augmentation d'un facteur 10. Ces pics ont duré quelques semaines, puis ont disparu. Puis ils sont revenus. Et les scientifiques ont commencé à remarquer un schéma. Les pics de méthane semblaient suivre un cycle saisonnier, avec des niveaux plus élevés pendant l'été de l'hémisphère nord. Et en juin 2019, Curiosity a mesuré le plus grand pic de méthane jamais enregistré, 21 parties par milliard. C'était 3 fois plus que tout ce qui avait été mesuré auparavant.
L'excitation dans la communauté scientifique était palpable, même si elle était soigneusement contenue derrière un langage prudent et des appels à la retenue. Alors, d'où vient ce méthane ? Il existe 4 hypothèses principales et chacune a des implications fascinantes. La première hypothèse est biologique. Des micro-organismes méthanogènes, similaires aux archées méthanogènes que l'on trouve sur Terre, pourraient vivre sous la surface de Mars, dans des environnements protégés de la radiation, potentiellement en contact avec de l'eau liquide. Ces organismes produiraient du méthane comme sous-produit de leur métabolisme, et ce méthane s'infiltrerait lentement à travers les roches et les fissures jusqu'à atteindre l'atmosphère. Si cette hypothèse est correcte, cela signifie que Mars abrite de la vie en ce moment. Pas des fossiles, pas des traces anciennes, de la vie active, vivante, métabolisante. La deuxième hypothèse est géochimique. Un processus appelé serpentinisation se produit lorsque de l'eau réagit avec des roches riches en olivine à un minéral commun dans les roches basaltiques. Cette réaction produit du méthane sans aucune intervention biologique. La serpentinisation est connue sur Terre, notamment dans les fonds océaniques, et elle pourrait théoriquement se produire sur Mars si de l'eau liquide est en contact avec des roches appropriées sous la surface. La troisième hypothèse implique les clatrates, des structures cristallines de glace qui peuvent piéger des molécules de méthane dans leur matrice. Si du méthane a été produit dans le passé de Mars par des moyens biologiques, géologiques, et a été piégé dans des clatrates sous la surface, le réchauffement saisonnier pourrait déstabiliser ces structures et libérer périodiquement du méthane dans l'atmosphère. Cette hypothèse expliquerait le schéma saisonnier observé, mais elle ne résout pas la question de l'origine initiale du méthane. La quatrième hypothèse est photochimique. Le rayonnement ultraviolet pourrait décomposer de la matière organique apportée par des météorites à la surface de Mars, libérant du méthane comme sous-produit. Cette hypothèse est la moins excitante du point de vue astrobiologique, mais elle ne peut pas être entièrement écartée. Et voici où le mystère s'approfondit encore davantage. L'Agence spatiale européenne a envoyé une sonde spécifiquement conçue pour détecter et cartographier le méthane martien, le Trace Gas Orbiter, lancé dans le cadre du programme ExoMars et arrivé en orbite autour de Mars en 2016. Cet instrument est incroyablement sensible, capable de détecter des quantités de méthane bien inférieures à celles mesurées par Curiosity. Et pourtant, pendant ses premières années d'opération, le Trace Gas Orbiter n'a pas détecté de méthane. Rien. Comment est-ce que c'est possible ? Comment Curiosity peut-il détecter du méthane au niveau du sol alors qu'un instrument orbital beaucoup plus sensible ne le voit pas d'en haut ? Les scientifiques ont proposé une explication fascinante. Le méthane pourrait être libéré très localement, peut-être à partir de fissures ou de sources ponctuelles proches de Curiosity, et être détruit ou dispersé si rapidement qu'il n'atteint jamais des concentrations détectables à l'échelle globale. C'est une idée remarquable parce qu'elle rend l'hypothèse biologique plus plausible, pas moins. Si le méthane vient de sources localisées et actives sous la surface, cela ressemble davantage à des évents biologiques qu'à un processus géologique à grande échelle. Et les corrélations observées sont troublantes. Les émissions de méthane semblent corrélées avec les variations de température du sous-sol. Quand le sous-sol se réchauffe, davantage de méthane est libéré. C'est exactement ce que l'on attendrait si des organismes vivants dans le sous-sol augmentaient
leur activité métabolique avec la température, ou si le réchauffement déstabilisait des structures de glace contenant du méthane. Dans les deux cas, quelque chose de dynamique et d'actif se passe sous la surface de Mars. Les scientifiques sont très prudents dans leur langage officiel. Ils parlent de sources actives, de processus en cours, de mystères non résolus. Mais derrière les portes fermées des conférences et dans les conversations privées, l'excitation est palpable. Parce que s'il s'avère que le méthane martien est d'origine biologique, et ce serait tout simplement la découverte la plus importante de l'histoire de l'humanité. La preuve que la vie n'est pas unique à la Terre, que la vie a émergé indépendamment sur deux planètes du même système solaire, et que la vie est probablement partout dans l'univers. Mais le méthane n'est pas le seul indice, loin de là. Parce que, parallèlement au mystère du méthane, les rovers sur Mars ont fait une autre série de découvertes tout aussi extraordinaires. Ils ont trouvé des molécules organiques complexes, dans des roches martiennes vieilles de plusieurs milliards d'années. Précisons d'abord ce que signifie organique dans ce contexte. En chimie, une molécule organique est simplement une molécule basée sur le carbone. Le carbone est un élément extraordinaire, capable de former des liaisons complexes avec lui-même et avec d'autres éléments, créant une diversité de molécules presque infinie. Toute la biologie terrestre est basée sur la chimie du carbone. ADN, protéines, lipides, glucides, tout est organique. Mais le mot organique ne signifie pas automatiquement biologique. Des molécules organiques peuvent se former par des processus purement chimiques, sans aucune intervention de la vie. On en trouve dans les météorites, dans les nuages interstellaires, dans les atmosphères d'autres planètes. La présence de molécules organiques n'est donc pas, en soi, une preuve de vie. Mais, et c'est un mais crucial, la vie produit des molécules organiques en abondance et de type spécifique. Si l'on trouve les bons types de molécules organiques dans les bonnes quantités, dans le bon contexte géologique, cela peut constituer un indice très fort de la présence passée ou présente de la vie. En 2014, Curiosity a fait les premières détections confirmées de molécules organiques dans des roches martiennes. Le spectromètre de masse de l'instrument SAM a identifié du chlorobenzène et des dichloroalcanes dans des échantillons de roches forées par le rover. C'était une première historique, mais les scientifiques étaient prudents. Ces molécules spécifiques pouvaient être le résultat de réactions chimiques entre des organiques plus simples et les perchlorates omniprésents dans le sol martien, qui se décomposent à haute température pendant l'analyse. Il était difficile de déterminer la nature exacte des molécules organiques d'origine. Mais en 2018, tout a changé. Curiosity a analysé des échantillons de mudstone, une roche sédimentaire à grains fins, a prélevé dans des couches vieilles de 3,5 milliards d'années dans le cratère Gale. Et cette fois, les résultats étaient spectaculaires. Le rover a détecté des molécules organiques complexes, notamment des thiophènes, du benzène, du toluène et d'autres composés aromatiques et aliphatiques. Ce ne sont pas des molécules simples, ce sont des molécules relativement complexes, avec des structures cycliques et des chaînes carbonées. Sur Terre, ces types de molécules sont fréquemment associés à des processus biologiques, bien qu'ils puissent aussi avoir des origines abiotiques. Ce qui a véritablement stupéfié les scientifiques, c'est le fait que ces molécules avaient survécu
pendant 3,5 milliards d'années dans un environnement extraordinairement hostile. La surface de Mars est bombardée par le rayonnement ultraviolet et les rayons cosmiques qui décomposent les molécules organiques. Les perchlorates dans le sol sont des oxydants puissants qui détruisent également les organiques. Et pourtant, ces molécules étaient là, piégées dans la roche, préservées pendant des éons. Cela suggérait que les roches du sous-sol martien pourraient contenir des quantités beaucoup plus importantes et mieux préservées de matière organique, protégées de la destruction en surface. Puis est arrivé Perseverance, le rover le plus avancé jamais envoyé sur Mars, qui s'est posé dans le cratère G0 en février 2021. Perseverance est équipé d'instruments encore plus sophistiqués que ceux de Curiosity, notamment Sherlock, un spectromètre ultraviolet capable de cartographier la distribution des molécules organiques et des minéraux à la surface des roches avec une précision sans précédent. Et Perseverance n'a pas déçu. Dès ses premières analyses dans le cratère G0, Sherlock a détecté des molécules organiques dans plusieurs échantillons de roches. Mais ce qui est particulièrement fascinant, c'est la diversité et la distribution de ces organiques. Différents types de molécules organiques ont été trouvés dans différents contextes géologiques, certains dans des roches ignées, d'autres dans des roches sédimentaires. Cette diversité est difficile à expliquer par une seule source abiotique, comme des météorites. Elle suggère que les organiques ont des origines multiples et complexes. Ce qui est exactement ce que l'on attendrait d'un environnement qui a connu une chimie riche et peut-être biologique au cours de son histoire. Et certaines des distributions observées ressemblent de manière troublante à des schémas biologiques. Sur Terre, quand des micro-organismes vivent dans des sédiments, ils concentrent la matière organique dans des motifs spécifiques, associés à des minéraux spécifiques. Perseverance a observé des associations similaires sur Mars. Des molécules organiques concentrées en corrélation spatiale avec des minéraux sulfatés, un schéma qui, sur Terre, est caractéristique de fossiles microbiens. Mais ne nous emballons pas. Les scientifiques ne le font pas, du moins pas publiquement. Chaque découverte est analysée, débattue, contre-argumentée, réanalysée. C'est le processus scientifique et il est essentiel. Parce que l'enjeu est trop grand pour se tromper. Si l'on annonce avoir trouvé des preuves de vie sur Mars et que cela s'avère être une erreur, les conséquences pour la crédibilité de la science seraient dévastatrices. Les scientifiques marchent donc sur des œufs, mesurant chaque mot, qualifiant chaque affirmation. Mais le fait est que les indices s'accumulent, couche après couche, mission après mission, et ils pointent tous dans la même direction. Parlons maintenant spécifiquement de Perseverance et du cratère G0, parce que c'est là que les découvertes les plus récentes et les plus excitantes ont été faites. Le cratère G0 n'a pas été choisi au hasard. C'est l'un des sites les plus prometteurs de toute la surface de Mars pour la recherche de biosignatures. Ce cratère de 45 km de diamètre possède un delta fluvial parfaitement préservé, formé par une rivière qui se jetait autrefois dans un lac qui remplissait le cratère. Sur Terre, les deltas fluviaux sont des pièges à sédiments extraordinaires. L'eau qui coule dans une rivière transporte des particules, des minéraux, des molécules organiques, et tout cela se dépose quand la rivière perd sa vitesse en entrant dans un plan d'eau calme. Les deltas sont comme des archives naturelles de tout ce qui existait dans le bassin versant.
Si des micro-organismes vivaient dans les eaux de Mars il y a 3,5 milliards d'années, le delta de G0 serait l'endroit rêvé pour en trouver les traces. Et les bords du cratère sont constitués de roches carbonatées, un type de minéral qui, sur Terre, est extraordinairement efficace pour préserver les microfossiles. Les stromatolites, ces structures rocheuses en couches construites par des colonies de cyanobactéries au cours de milliards d'années, sont souvent composées de carbonates. Trouver des carbonates à G0, c'est comme trouver une bibliothèque qui aurait pu archiver les traces de la vie martienne. L'exploration du delta par Perseverance a été un moment historique. C'était la première fois qu'un rover explorait un delta fluvial ancien sur une autre planète. Et ce que Perseverance a trouvé était remarquable. Des roches sédimentaires stratifiées, couche après couche, exactement comme ce que l'on trouverait dans un delta terrestre. Et des grains de sédiments transportés par l'eau et déposés en séquence qui racontent l'histoire de niveaux d'eau changeant au cours de millions d'années. Certaines couches étaient à grains fins, déposées dans des eaux calmes. D'autres étaient à grains grossiers, témoins de courants plus forts ou de crues. L'histoire du lac de G0 était écrite dans ces couches de pierre et Perseverance la lisait page par page. Puis est venue la découverte de Wildcat Ridge. En juillet 2022, Perseverance a analysé un affleurement rocheux surnommé Wildcat Ridge, situé dans la zone du delta. Et les résultats de l'analyse par Sherlock ont été extraordinaires. Wildcat Ridge contenait la plus forte concentration de molécules organiques jamais détectées sur Mars. Les organiques étaient en le présent dans une roche sédimentaire, formée dans un environnement lacustre, c'est-à-dire dans un habitat qui aurait été propice à la vie. Et la signature organique montrait une corrélation spatiale avec des minéraux sulfatés, un schéma qui, comme je l'ai mentionné, est associé à la vie microbienne fossilisée sur Terre. Le scientifique en chef de Perseverance, Ken Farley, a qualifié cet échantillon de le plus important collecté à ce jour. Le directeur scientifique de la NASA, Thomas Zurbuchen, a déclaré que c'était le type de résultat qui rend la mission de retour d'échantillons si essentielle. Les mots étaient mesurés, scientifiques, prudents. Mais entre les lignes, l'excitation était impossible à masquer. Et il y a autre chose. Certaines roches dans le cratère G0 présentent des textures qui, si elles étaient trouvées sur Terre, seraient immédiatement interprétées comme des stromatolites ou des structures biogéniques. Des couches concentriques, des morphologies ondulées, des motifs qui ressemblent à ceux créés par des communautés microbiennes. Les scientifiques sont extrêmement prudents à ce sujet. Ils soulignent que des processus purement abiotiques peuvent parfois créer des textures similaires. Ils ne prétendent pas que ce sont des fossiles, mais ils ne peuvent pas non plus l'exclure. Et quand vous combinez ces textures avec la présence de molécules organiques, de minéraux formés dans l'eau, d'un environnement habitable confirmé et de tout le reste, le tableau qui émerge est de plus en plus difficile à expliquer sans invoquer la biologie. Il faut aussi mentionner Ingenuity, l'hélicoptère qui a accompagné Perseverance. Ce petit drone, initialement conçu comme une simple démonstration technologique pour prouver que le vol motorisé était possible dans l'atmosphère ténue de Mars, est devenu un outil scientifique précieux. Ingenuity a effectué des dizaines de vols, photographiant le terrain depuis les airs et fournissant des perspectives que les caméras au sol de Perseverance ne pouvaient pas offrir.
Ces vues aériennes ont révélé des caractéristiques géologiques invisibles depuis le sol et ont aidé les scientifiques à identifier les sites d'échantillonnage les plus prometteurs. Ingenuity a démontré qu'un hélicoptère sur Mars n'est pas un luxe, mais une nécessité pour l'exploration future. Maintenant, prenons du recul et posons-nous une question fondamentale. Si la vie existe ou a existé sur Mars, où serait-elle le plus probablement? Comme la surface de Mars est l'un des environnements les plus hostiles du système solaire. Le rayonnement ultraviolet y est intense, les températures extrêmes, et le sol est chargé de perchlorate, des composés chimiques hautement oxydants qui détruisent la matière organique. Il est extrêmement improbable que quoi que ce soit de vivant survive à la surface de Mars aujourd'hui. Mais descendez de quelques mètres sous cette surface, et tout change. Quelques mètres de roche suffisent à bloquer la quasi-totalité du rayonnement ultraviolet et des rayons cosmiques. Les températures se stabilisent, protégées des fluctuations extrêmes de la surface. Et surtout, c'est sous la surface que l'eau liquide pourrait exister, maintenue à l'état liquide par la pression et par les sels dissous. Le sous-sol de Mars pourrait être un monde caché, eau invisible depuis la surface, mais grouillant de possibilités. Et nous savons que cela est possible, parce que la Terre nous fournit un précédent extraordinaire. Notre propre planète possède une biosphère profonde, un ensemble d'écosystèmes souterrains qui s'étendent sur des kilomètres sous nos pieds. Des micro-organismes ont été trouvés à 5 kilomètres de profondeur dans les mines d'or d'Afrique du Sud, vivant dans des fissures de roches remplies d'eau, se nourrissant de l'hydrogène produit par la radiolyse de l'eau, un processus où la radiation naturelle des roches décompose les molécules d'eau. Ces organismes n'ont jamais vu la lumière du soleil. Ils ne dépendent en rien de la surface. Ils vivent dans un monde de ténèbres et de roches, et ils prospèrent. Dans les fonds océaniques, des communautés entières d'organismes vivent autour des sources hydrothermales, des cheminées volcaniques qui crachent de l'eau brûlante chargée de minéraux dans les profondeurs abyssales. Ces écosystèmes ne dépendent pas de la photosynthèse. Leur source d'énergie est la chimiosynthèse, l'exploitation de l'énergie chimique des réactions entre l'eau et les minéraux. Et on trouve ces écosystèmes partout où il y a des fonds marins actifs, de l'Atlantique au Pacifique, des tropiques au pôle. En Antarctique, dans les déserts les plus froids et les plus secs de la Terre, des conditions que l'on considère comme les plus proches de celles de Mars que l'on puisse trouver sur notre planète, des micro-organismes vivent à l'intérieur des roches elles-mêmes. On les appelle des endolites. Ils s'installent dans les pores microscopiques de la roche, utilisant la couche de minéral translucide au-dessus d'eux comme un bouclier contre les UV, tout en laissant passer juste assez de lumière pour la photosynthèse. Certains vivent dans des roches où l'eau n'est disponible que sous forme de fines couches d'humidité entre les grains minéraux. Ils survivent dans des conditions que nous pensions impossibles pour la vie il y a encore quelques décennies. Et voici le point crucial. La biomasse totale de la vie souterraine sur Terre pourrait être comparable, voire supérieure, à celle de toute la vie en surface. Des milliards de tonnes de micro-organismes vivant dans l'obscurité, dans la roche, dans l'eau souterraine, à des profondeurs où nous pensions que la vie était impossible. Nous vivons littéralement sur la croûte fine d'un monde vivant
qui s'étend des kilomètres sous nos pieds. Si la Terre peut soutenir une biosphère souterraine aussi vaste, pourquoi pas Mars? Mars possède les mêmes types de roches basaltiques que la Terre. Mars a ou a eu de l'eau souterraine. Mars a potentiellement des processus géothermiques qui pourraient fournir de la chaleur et de l'énergie chimique. Et les perchlorates, ces composés que nous considérions comme un obstacle à la vie, pourraient en fait être une ressource. Sur Terre, certains micro-organismes utilisent les perchlorates comme accepteurs d'électrons dans leur métabolisme. Ce qui est un poison pour nous pourrait être une source d'énergie pour la vie martienne. Les données du radar MARTIS suggérant la présence de lacs souterrains sous la calotte polaire sud de Mars prennent ici tout leur sens. Si de l'eau liquide existe sous la surface de Mars, même sous forme de saumure concentrée, elle pourrait constituer un habitat viable pour des micro-organismes. Le radar RIMFAX de Persévérance, qui sonde le sous-sol du cratère Jezero, a révélé des couches souterraines complexes, avec des interfaces entre différents matériaux qui pourraient inclure de la glace, de l'eau ou des roches altérées par l'eau. Et puis, il y a les preuves de plus en plus solides que l'activité volcanique sur Mars est beaucoup plus récente qu'on ne le pensait. Des dépôts sombres dans la région de Cerberus Fossae, dans les plaines d'Elysium, pourraient avoir été déposés par une éruption volcanique il y a seulement 50 000 ans. En termes géologiques, c'est hier. Si Mars a connu du volcanisme aussi récemment, il est possible que de la chaleur géothermique existe encore dans certaines régions, nous fournissant l'énergie nécessaire pour maintenir de l'eau liquide et soutenir d'éventuels écosystèmes souterrains. La modélisation informatique récente renforce cette idée. Des simulations ont montré que Mars pourrait posséder des aquifères souterrains étendus, des réservoirs d'eau piégés dans les roches à des profondeurs de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Ces aquifères pourraient être alimentés par la fonte saisonnière de la glace souterraine ou par des processus géothermiques résiduels. Et la connexion entre ces aquifères potentiels et les émissions de méthane observées en surface est une ligne d'investigation passionnante. Pendant ce temps, Curiosity continue de faire des découvertes après plus de 13 ans sur Mars. Ce rover, qui devait initialement fonctionner pendant 2 ans, est toujours opérationnel et continue son ascension du mont Sharp au centre du cratère Gale. Chaque nouvelle couche de roches traversée est un nouveau chapitre de l'histoire de Mars, et l'histoire devient de plus en plus fascinante à mesure que Curiosity grimpe. L'une des découvertes les plus significatives de Curiosity concerne l'oxyde de manganèse. Le rover a trouvé des concentrations inhabituellement élevées de ce composé dans certaines roches du cratère Gale. Sur Terre, l'oxyde de manganèse se forme typiquement en présence d'eau et de niveaux élevés d'oxygène. Sa présence sur Mars suggère que l'atmosphère martienne ancienne était plus riche en oxygène qu'on ne le pensait, et de l'oxygène en quantité significative dans l'atmosphère primitive de Mars aurait des implications profondes pour l'habitabilité. Et l'oxygène est un puissant accepteur d'électrons qui permet des métabolismes beaucoup plus énergétiques que ceux qui fonctionnent sans oxygène. Un Mars ancien avec de l'oxygène atmosphérique serait un Mars ancien beaucoup plus hospitalier pour la vie complexe. Puis il y a l'anomalie des isotopes du carbone. Curiosity a mesuré les rapports isotopiques du carbone dans des échantillons de roches martiennes, et les résultats ont fait sourciller toute la communauté scientifique. Certains échantillons montrent un appauvrissement en carbone 13
par rapport au carbone 12, qui, sur Terre, serait immédiatement interprété comme un signe d'activité biologique. Les organismes vivants préfèrent utiliser le carbone 12, plus léger, dans leur processus métabolique, ce qui conduit à un enrichissement en carbone 12 dans la matière biologique et un appauvrissement en carbone 13. C'est l'une des techniques les plus fiables pour détecter la vie dans les archives géologiques terrestres. Sur Mars, il existe 3 explications possibles pour cette anomalie isotopique. La première est biologique. Des micro-organismes anciens ont traité le carbone et laissé leur empreinte isotopique dans les roches. La deuxième est photochimique. Le rayonnement ultraviolet interagissant avec le CO, 2 atmosphériques pourraient produire des schémas isotopiques similaires sous certaines conditions. La troisième implique l'interaction de Mars avec un nuage de poussière cosmique enrichi en carbone 12 à un moment de son histoire. Les 3 hypothèses sont scientifiquement valides, mais les scientifiques reconnaissent que l'explication biologique est, selon leurs propres mots, d'une cohérence intrigante avec les autres indices. Curiosity a également détecté des composés azotés fixés, des nitrates, dans le sol et les roches de Mars. L'azote est un élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Il est un composant fondamental des acides aminés, des protéines et des acides nucléiques. Mais l'azote atmosphérique, sous sa forme moléculaire, est chimiquement inerte et inutilisable par la plupart des organismes. Il doit être fixé, c'est-à-dire converti, en forme chimique utilisable comme les nitrates. Sur Terre, la fixation de l'azote est principalement réalisée par des bactéries. La présence de nitrates sur Mars signifie que de l'azote biologiquement disponible existait, en ajoutant un ingrédient supplémentaire à la recette de la vie martienne. L'atmosphère de Mars elle-même recèle des mystères que nous commençons à peine à percer. La mission MAVEN de la NASA, en orbite autour de Mars depuis 2014, a révélé des détails fascinants sur la façon dont Mars perd son atmosphère. MAVEN a mesuré que Mars perd environ 100 grammes d'atmosphère par seconde, emportée par le vent solaire. Cela peut sembler peu, mais sur des milliards d'années, cela représente une quantité colossale. Et le taux de perte était beaucoup plus élevé dans le passé, quand le Soleil était plus actif. Lors des tempêtes solaires, le taux de perte atmosphérique augmente considérablement, comme si le Soleil arrachait physiquement l'atmosphère de Mars. Mais c'est un autre mystère atmosphérique qui a véritablement intrigué les scientifiques. Et l'instrument SAM de Curiosity a mesuré les variations saisonnières de l'oxygène dans l'atmosphère de Mars. Et ces variations sont étranges. Les niveaux d'oxygène augmentent au printemps et en été et diminuent en automne et en hiver. Cela suit le même schéma saisonnier que le méthane. Mais l'ampleur de ces variations est bien trop importante pour être expliquée par les processus chimiques connus. Quelque chose produit de l'oxygène au printemps et en été, et quelque chose le retire en automne et en hiver. Les scientifiques de la NASA ont publiquement admis qu'ils ne pouvaient pas expliquer ce phénomène. Nous avons du mal à l'expliquer, ont-ils déclaré. C'est une phrase remarquable, venant de scientifiques qui comprennent normalement très bien la chimie atmosphérique. Le parallèle entre les cycles saisonniers du méthane et de l'oxygène est troublant. Sur Terre, la production biologique de méthane et d'oxygène suit également des cycles saisonniers liés à la température et à l'ensoleillement qui régulent l'activité des organismes vivants. Est-ce une simple coïncidence que Mars montre des schémas similaires?
Peut-être. Ou peut-être pas. Mars possède également du peroxyde d'hydrogène et des superoxydes dans son sol, des composés hautement réactifs qui peuvent détruire la matière organique en surface. C'est l'une des raisons pour lesquelles la surface de Mars est considérée comme si hostile à la vie. Mais il y a un retournement fascinant. Ces mêmes composés représentent une forme d'énergie chimique. Et certaines bactéries terrestres, notamment certaines espèces de catalases positives, on utilise le peroxyde d'hydrogène comme source d'énergie. Ce qui est un poison pour la plupart des organismes est un repas pour d'autres. La chimie agressive de la surface de Mars n'est pas nécessairement un obstacle absolu à la vie. Elle pourrait même être une ressource. Et les tempêtes de poussière de Mars, ces événements spectaculaires qui peuvent parfois envelopper la planète entière dans un manteau de poussière pendant des mois, sont elles aussi scientifiquement fascinantes. Ces tempêtes soulèvent des particules de la surface et les redistribuent à l'échelle globale. Sur Terre, les particules de poussière transportées par le vent peuvent porter des micro-organismes vivants sur des milliers de kilomètres. Des bactéries ont été trouvées dans la haute atmosphère terrestre, à des altitudes où les conditions se rapprochent de celles de la surface de Mars. Froid extrême, basse pression, rayonnement intense. Si des micro-organismes existent dans le sous-sol de Mars et sont occasionnellement exposés à la surface par l'érosion ou l'activité géologique, les tempêtes de poussière pourraient théoriquement les distribuer à travers la planète. En parlant de géologie, nous devons aborder l'une des révélations les plus surprenantes de ces dernières années. Mars n'est pas aussi morte géologiquement que nous le pensions. Pendant longtemps, la vision dominante était que l'activité géologique de Mars s'était arrêtée il y a des milliards d'années. Le volcanisme s'était éteint. La tectonique des plaques, si elle avait jamais existé, avait cessé, et Mars était devenu un monde figé, fossilisé dans le temps. La mission InSight a bouleversé cette vision. InSight, qui a fonctionné de 2018 à 2022, était le premier sismomètre posé sur Mars. Et ce qu'il a entendu a surpris tout le monde. Plus de 1300 Marsquakes en 4 ans. Certains étaient minuscules, à peine des frémissements. Mais d'autres étaient significatifs. Le plus puissant, enregistré en mai 2022, avait une magnitude de 5, suffisante pour être clairement ressentie si des humains avaient été présents, et la distribution de ces séismes était révélatrice. Beaucoup provenaient de la région de Cerberus Fossae, un système de fissures qui montre des signes de déformation géologique récente. Cela suggère que Mars possède encore une certaine activité tectonique, au moins localement. InSight a également révélé la structure interne de Mars pour la première fois. Mars possède un noyau liquide, plus grand que prévu, riche en éléments légers comme le soufre. Un manteau épais et une croûte relativement mince, plus mince que celle de la Terre. Cette structure interne signifie que Mars conserve encore de la chaleur résiduelle de sa formation et que des processus internes continuent de façonner la planète, bien qu'à un rythme beaucoup plus lent que sur Terre. Les preuves de volcanisme récent dans la région de Cerberus Fossae sont particulièrement intrigantes dans le contexte de la recherche de la vie. Si du volcanisme a eu lieu il y a seulement 50 000 ans, la chaleur géothermique résiduelle pourrait maintenir des poches d'eau liquide sous la surface dans cette région. Et là où il y a de la chaleur et de l'eau, il y a un potentiel pour la vie. La région de Cerberus Fossae est devenue l'un des sites les plus discutés pour les futures missions d'exploration.
précisément pour cette raison. Mars montre également des processus de surface actifs qui témoignent d'un monde dynamique. Au pôle, au printemps, la sublimation de la glace de CO2 crée des geysers spectaculaires qui propulsent des jets de gaz et de poussière dans l'air. Des dunes de sable se déplacent lentement sous l'action du vent. Des tourbillons de poussière, les fameux Dust Devils, parcourent les plaines martiennes, laissant des traces sombres sur le sol. Et de nouveaux cratères d'impact apparaissent régulièrement, créés par des météorites qui frappent la surface, rappelant que Mars est un monde en constante interaction avec son environnement spatial. Alors tout cela soulève une question fondamentale. Que cherchent exactement les scientifiques quand ils parlent de biosignature sur Mars? Comment reconnaîtrait-on la vie martienne si on la trouvait? C'est une question plus compliquée qu'il n'y paraît. Et y répondre nous oblige à plonger dans la science fascinante de l'astrobiologie. Les biosignatures se déclinent en plusieurs catégories. Les biosignatures moléculaires sont des molécules organiques spécifiques qui sont préférentiellement produites par la vie. Par exemple, certains types de lipides, d'acides aminés ou de nucléotides ont des structures chirales spécifiques, c'est-à-dire qu'ils existent sous une forme miroir plutôt qu'une autre. La vie terrestre utilise exclusivement des acides aminés lévogyres et des sucres dextrogyres. Et si l'on trouvait une préférence chirale similaire dans des molécules organiques martiennes, ce serait un indice extrêmement fort de la biologie. Les biosignatures isotopiques reposent sur le fait que la vie préfère les isotopes légers des éléments. Comme je l'ai mentionné avec le carbone, les organismes vivants fractionnent les isotopes de manière caractéristique. Des ratios isotopiques anormaux dans les roches martiennes pourraient indiquer un traitement biologique. Ce type de signature a l'avantage d'être très résistant au temps. Les ratios isotopiques sont préservés dans les roches pendant des milliards d'années. Les biosignatures morphologiques sont des structures physiques créées par la vie. Les microfossiles, les stromatolites, les biofilms fossilisés. Ces structures peuvent être identifiées par leur forme, leur taille, leur texture et leur relation avec le substrat rocheux. Le problème est que des processus abiotiques peuvent parfois créer des formes similaires, rendant l'interprétation délicate. Les biosignatures minéralogiques impliquent des minéraux qui se forment préférentiellement en présence de vie. Certains oxydes de fer, comme la magnétite biogénique, sont produits par des bactéries magnétotactiques et ont des caractéristiques cristallographiques distinctives. Certains phosphates et carbonates biogéniques ont également des signatures reconnaissables. Et les biosignatures atmosphériques, comme le méthane et l'oxygène dont nous avons déjà parlé, sont des gaz dont la présence ou les variations indiquent des processus potentiellement biologiques. L'idéal est de détecter un déséquilibre thermodynamique dans l'atmosphère, c'est-à-dire la coexistence de gaz qui ne devraient pas coexister sans un apport constant d'énergie, comme le font les organismes vivants. Le défi sur Mars est immense. Des milliards d'années de rayonnement ultraviolet ont pu détruire les biosignatures de surface. Les perchlorates compliquent la détection des organiques. Les processus abiotiques peuvent imiter certaines biosignatures. Il ne suffit pas de trouver un seul indice. Il faut trouver de multiples lignes de preuves indépendantes qui convergent toutes vers la même conclusion. C'est le standard que la communauté scientifique s'est fixé, et c'est le standard qui empêche quiconque de déclarer la découverte de la vie sur Mars sur la base
des indices actuels. Mais il y a un fantôme qui hante cette prudence. C'est le fantôme d'ALH84001, de la météorite martienne qui a failli changer le monde en 1996. ALH84001 est un morceau de roche martienne éjecté de Mars par un impact d'astéroïde il y a des millions d'années et tombé en Antarctique il y a environ 13 000 ans. En 1996, une équipe de scientifiques de la NASA, dirigée par David McKay, a annoncé, lors d'une conférence de presse spectaculaire, qu'ils avaient trouvé des preuves de vie microbienne fossile dans cette météorite, des structures semi-microscopiques qui ressemblaient à des bactéries, des carbonates associés à des oxydes de fer biogéniques, des molécules organiques. Le président Clinton a fait une déclaration télévisée. Le monde a retenu son souffle. Puis, le doute s'est installé. D'autres scientifiques ont proposé des explications abiotiques pour chacune des preuves présentées. À elles, les structures microscopiques étaient trop petites pour être des cellules, selon certains. Les carbonates pouvaient s'être formés sans vie. Les organiques pouvaient être des contaminants terrestres. Le débat a fait rage pendant des années et le consensus qui a fini par émerger était qu'ALH84001 ne constituait pas une preuve convaincante de vie martienne. Pas une réfutation absolue non plus d'ailleurs, juste un verdict de preuves insuffisantes. Ce traumatisme scientifique a laissé des cicatrices profondes dans la communauté. Depuis 1996, les scientifiques qui travaillent sur Mars sont extrêmement prudents, presque allergiques à toute spéculation sur la vie. Ils savent que s'ils annoncent la découverte de la vie et se trompent, ils ne seront pas pardonnés. C'est pourquoi, même face à des preuves de plus en plus suggestives, le langage officiel reste mesuré. Résultats intrigants, données compatibles avec des processus biologiques, nécessitent une investigation plus poussée. Mais derrière ce langage prudent, derrière ces portes fermées, l'excitation est réelle. Parce que le faisceau d'indices est aujourd'hui beaucoup plus large, beaucoup plus cohérent et beaucoup plus difficile à écarter que celui d'ALH84001. Faisons le point. Eau sur Mars, passée et potentiellement présente, confirmée. Molécules organiques complexes dans des roches anciennes, confirmées. Source d'énergie chimique disponible, confirmée. Environnement habitable dans le passé, confirmé. Méthane, actif d'origine inexpliquée, confirmé. Anomalie isotopique compatible avec la biologie, confirmé. Anomalie atmosphérique saisonnière inexpliquée, confirmée. Activité géologique plus récente que prévue, confirmée. Potentiel pour des habitats souterrains, fortement suggéré. Preuve définitive de vie, passée ou présente, pas encore. Mais jamais dans l'histoire de l'exploration spatiale, le mot « pas encore » n'a semblé aussi proche de devenir bientôt. Et c'est pourquoi la mission de retour d'échantillons martiens est si cruciale, si importante que certains scientifiques la considèrent comme la mission la plus importante de l'histoire de l'exploration spatiale, plus importante que l'alunissage d'Apollo 11, parce que son résultat pourrait répondre à la question la plus fondamentale que l'humanité se soit jamais posée. Le concept est à la fois simple et vertigineusement complexe. Persévérance a déjà fait le travail préliminaire, mais que le rover a collecté des échantillons de roches et de sol dans des tubes scellés spécialement conçus. Certains de ces tubes ont été déposés à la surface de Mars, dans un dépôt de secours,
au cas où la récupération directe depuis le rover ne serait pas possible. Chaque tube contient un échantillon soigneusement sélectionné, représentant différents types de roches et d'environnements dans le cratère Jezero. La mission de retour consisterait à envoyer un atterrisseur sur Mars à proximité du dépôt d'échantillons, à récupérer les tubes, soit directement, soit à l'aide d'un petit rover de transfert, à charger les tubes dans une petite fusée, le Mars Ascent Vehicle, qui serait la première fusée à décoller de la surface de Mars, à placer les échantillons en orbite martienne, où un orbiteur les récupérerait, puis à ramener les échantillons sur Terre. C'est une séquence de manœuvres d'une complexité inouïe, impliquant plusieurs véhicules spatiaux, un décollage depuis une autre planète, un rendez-vous orbital autour de Mars et un retour vers la Terre. Rien de comparable n'a jamais été tenté. La mission a connu des difficultés de planification et de budget. La conception initiale était considérée comme trop coûteuse et trop complexe. Des révisions et des alternatives ont été étudiées. Le calendrier a évolué. Mais l'engagement de la communauté scientifique envers cette mission reste inébranlable, parce que les enjeux sont simplement trop élevés pour abandonner. Quand les échantillons arriveront sur Terre, ils seront analysés dans des installations de confinement de niveau comparable à BSL-4, le niveau de biosécurité le plus élevé, utilisé pour les pathogènes les plus dangereux. Non pas parce que l'on pense que les échantillons martiens représentent un danger biologique pour l'humanité, bien que cette possibilité ne puisse pas être entièrement exclue, mais parce que la protection planétaire l'exige. Nous ne pouvons pas prendre le risque de contaminer les échantillons avec de la biologie terrestre, ce qui fausserait irrémédiablement les résultats, ni de libérer d'éventuels organismes martiens dans l'environnement terrestre sans les avoir d'abord étudiés en toute sécurité. Les laboratoires terrestres disposent d'instruments incomparablement plus puissants que tout ce qui a jamais été envoyé sur Mars. Des microscopes électroniques capables de résoudre des structures à l'échelle atomique, des spectromètres de masse d'une sensibilité extraordinaire, capables de détecter des quantités infimes de molécules spécifiques, des sources de rayonnement synchrotron qui peuvent cartographier la composition chimique d'un échantillon avec une résolution de quelques nanomètres, des techniques de datation radiométrique d'une précision inégalée et surtout la capacité de réaliser des analyses qui n'existent pas encore parce que les échantillons seront préservés pour les générations futures de scientifiques qui auront accès à des technologies que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Si les échantillons contiennent des biosignatures définitives, des microfossiles clairement identifiables, des biomolécules avec une préférence chirale, des structures isotopiques sans ambiguïté, ce serait la plus grande découverte scientifique de l'histoire de l'humanité. Aucune exagération. Nous saurions, avec certitude, que la vie n'est pas un phénomène unique à la Terre, que la vie a émergé au moins 2 fois dans un seul système solaire. Et si elle a émergé 2 fois ici, elle a probablement émergé des milliards de fois dans l'univers. Mais même un résultat négatif serait profondément significatif. Si Mars avait toutes les conditions nécessaires, de l'eau, des organiques, de l'énergie, du temps, et que la vie n'a malgré tout pas émergé, cela nous dirait quelque chose d'important et de troublant sur la rareté de la vie. Cela suggérerait que la transition de la chimie prébiotique à la biologie est un événement extraordinairement improbable,
peut-être si improbable que nous sommes seuls dans l'univers. Ce serait une réponse différente, mais tout aussi profonde. Bien sûr, La NASA et l'ESA ne sont pas les seuls acteurs dans l'exploration de Mars. La Chine est devenue un acteur majeur avec sa mission Tianwen-1, arrivée en orbite autour de Mars en février 2021 et qui a déployé le rover Zhurong sur la surface en mai 2021. Zhurong s'est posé dans Utopia Planitia, une vaste plaine dans l'hémisphère nord de Mars, et a exploré un terrain très différent de ceux étudiés par les rovers américains. Et Zhurong a fait des découvertes significatives. Le rover a trouvé des preuves d'activité hydrique relativement récentes dans cette région, notamment des minéraux hydratés et des formations de surface compatibles avec des cycles gel-dégel impliquant de l'eau salée. Ces découvertes sont importantes parce qu'elles suggèrent que l'activité de l'eau sur Mars n'est pas limitée aux cratères anciens étudiés par Curiosity et Perseverance, mais s'étend à des régions et des périodes géologiques différentes. L'eau était omniprésente sur Mars et ses traces sont partout. La sonde Hope des Émirats arabes unis, également arrivée en orbite autour de Mars en février 2021, étudie l'atmosphère et la météo martienne depuis l'orbite. Hope fournit des données précieuses sur la dynamique atmosphérique de Mars, les tempêtes de poussière, les variations saisonnières et les processus d'échappement atmosphérique. C'est le type de données de contexte qui est essentiel pour comprendre les observations de surface. L'Agence spatiale européenne prépare le rover Rosalind Franklin dans le cadre du programme ExoMars. Ce rover possède une capacité que ni Curiosity ni Perseverance n'ont. Un forêt capable d'atteindre 2 mètres sous la surface. C'est crucial parce que les 2 mètres supérieurs du sol martien sont la zone la plus irradiée et la plus chimiquement hostile. En dessous, les chances de trouver des molécules organiques préservées sont considérablement plus élevées. Le rover Rosalind Franklin est spécifiquement conçu pour rechercher des biosignatures et sa capacité de forage en profondeur. En fait, potentiellement, l'instrument le plus adapté à cette tâche jamais envoyée sur Mars. Et au-delà de ces missions, il y a une multitude de concepts pour le futur. Des hélicoptères et drones martiens qui pourraient explorer des terrains inaccessibles aux rovers, comme les falaises de Val Marineris ou les pentes d'Olympus Mons. Des robots spécifiquement conçus pour explorer les tubes de lave, ces tunnels souterrains creusés par d'anciennes coulées de lave qui pourraient constituer des habitats protégés et préservés. Des missions de forage profond capables d'atteindre des dizaines ou des centaines de mètres sous la surface, là où l'eau liquide et les conditions habitables sont les plus probables. Le Japon prépare la mission MMX qui visitera les lunes de Mars, Phobos et Deimos et ramènera des échantillons. Ces lunes pourraient contenir du matériau martien éjecté par des impacts, offrant une voie alternative pour étudier la géologie de Mars. Et puis, il y a la perspective de l'exploration humaine. SpaceX développe le vaisseau Starship dans le but explicite d'envoyer des humains sur Mars. La NASA travaille sur une architecture Moon to Mars qui utiliserait le programme Artemis lunaire comme tremplin vers Mars. L'idée d'envoyer des humains sur Mars dans les prochaines décennies n'est plus de la science-fiction. C'est un objectif d'ingénierie concret sur lequel travaillent des milliers de personnes. Et voici pourquoi l'exploration humaine changerait tout. Un géologue avec un marteau et un sac à échantillons sur Mars pourrait accomplir en quelques jours ce que les rovers mettent des années à faire. Les rovers sont incroyablement lents.
Curiosity parcourt en moyenne une centaine de mètres par jour. Un humain pourrait couvrir cette distance en quelques minutes. Les rovers ont une capacité de manipulation limitée. Un humain pourrait retourner des pierres, creuser des tranchées, escalader des parois rocheuses, à examiner des affleurements sous différents angles. Les rovers ne peuvent pas improviser. Un humain, face à une découverte inattendue, pourrait changer de plan, explorer une piste imprévue, faire preuve d'intuition. L'exploration humaine de Mars serait un bond quantique dans notre capacité à comprendre cette planète. Mais l'exploration humaine soulève aussi des questions profondes, des questions qui nous amènent à l'un des aspects les plus vertigineux de l'histoire de Mars, la connexion possible entre la vie sur Terre et la vie sur Mars. Le concept s'appelle la panspermie et il suggère que la vie, ou les composants de la vie, peuvent voyager entre les planètes. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est une hypothèse scientifique sérieuse, étudiée par des astrobiologistes du monde entier. Et voici pourquoi elle est plausible.